Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Dans la première vidéo de la série La politique en France, je vous ai parlé des généralités sur la République française. Dans cette seconde partie, je vais revenir à l'organisation politique de la France. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est la Constitution qui explique comment doit fonctionner la République. Elle est composée de textes juridiques qui mettent au clair le rôle des institutions. Elle explique le rôle du président, du gouvernement, des députés, des sénateurs, etc. Elle explique comment chacun est nommé à son poste, quel pouvoir a chacun et les rapports entre les différents représentants du peuple. La Constitution est donc la norme la plus élevée du pays. Aucune loi ne peut passer si elle est en contradiction avec la Constitution. Ça s'applique aux traités internationaux que signe la France. La toute première Constitution en France date de 1791. Celle qui régit la politique française aujourd'hui et définit la Ve République date du 4 octobre 1958. Elle a été mise en place dans le contexte de la guerre d'Algérie à l'initiative du général de Gaulle, qui a énormément influé sur le texte et qui l'a soumis à un référendum pour la faire valider le 28 septembre 1958. Elle donne plus de pouvoir au président, notamment avec la réforme de 1962, qui fait élire le président de la République au suffrage universel direct et en donnant plus de pouvoir au gouvernement. Elle a permis ainsi une plus grande stabilité politique. Dans son préambule, on retrouve 3 textes qui ont une valeur constitutionnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit nos droits individuels. Le préambule de la Constitution de 1946, qui garantit nos droits collectifs, économiques et sociaux. Et enfin, la Charte de l'environnement de 2004 qui a été ajoutée. La Constitution précise les symboles de la République que nous avons vus dans la première vidéo. La Constitution de 1958 a été révisée plusieurs fois pour la moderniser ou l'adapter au droit européen, soit par référendum, soit par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des députés de l'Assemblée nationale et des sénateurs, et ce, à la majorité des 3/5. Le référendum pour modifier la Constitution n'a été utilisé qu'une seule fois, en 2000, par le président Jacques Chirac pour réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Outre cette modification, l'interdiction de la peine de mort légiférée en 1980 a été inscrite dans la Constitution en 2007. Et le fait que le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs a été inscrit dans la Constitution en 2008. Mais qui régule tout ce système? C'est le Conseil constitutionnel. C'est une institution qui contrôle la constitutionnalité des lois votées. Une loi doit respecter les principes de la Constitution, sinon elle est considérée comme anticonstitutionnelle et rejetée. Le Conseil constitutionnel contrôle aussi la régularité des élections. Parmi ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, il y a le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou encore un groupe d'au moins 60 députés et sénateurs. Depuis 2008, les citoyens peuvent eux aussi saisir le Conseil constitutionnel, mais dans un cadre très précis qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Je ne vais pas parler plus de cette fameuse question, mais je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus. Le Conseil constitutionnel est donc le garant des principes de la Constitution. Il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans. Et c'est le président de la République qui nomme un tiers des membres, soit 3 membres, dont le président du Conseil constitutionnel. 3 autres membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et les 3 derniers par le président du Sénat.
Comme le prévoit la Constitution, les pouvoirs sont séparés entre le pouvoir exécutif, dont le rôle est d'appliquer les lois, le pouvoir législatif, qui fait les lois, et le pouvoir judiciaire, qui juge avec les lois. Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et le gouvernement. Le président de la République, actuellement Emmanuel Macron, est la clé de voûte des institutions et il réside au palais de l'Élysée. Il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement par le peuple ou corps électoral, pour une durée de 5 ans, sur un programme, c'est-à-dire des propositions qui concernent l'ensemble de la nation. La réduction à 5 ans de la durée de son mandat, suite au référendum du 24 septembre 2000 et à la réforme constitutionnelle du 2 octobre 2000, et le fait que son élection précède désormais celle des députés ont renforcé le poids du chef de l'État. En effet, il est le chef de l'État, des armées et de la diplomatie, puisque c'est lui qui négocie et ratifie les traités internationaux. Il est aussi coprince d'Andorre. Le président a de nombreux pouvoirs, comme nommer le Premier ministre, décider d'un référendum, dissoudre l'Assemblée nationale, quand la majorité de celle-ci n'est pas de sa couleur politique. Alors attention, lorsqu'une dissolution a été décidée par le président, celui-ci devra attendre un délai minimum d'1 an avant une éventuelle autre dissolution. Cet outil est donc très rarement utilisé car, là encore, cela peut engendrer de l'instabilité. Mais pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ? Imaginons que les partisans du président ne soient pas en majorité à l'Assemblée nationale. Cette situation est délicate pour le président s'il veut faire passer une loi ou une réforme, car il sait que sans une majorité à l'Assemblée, elle ne passera sûrement pas. Le président peut donc faire le pari qu'à l'issue d'une nouvelle élection, il aura une nouvelle majorité à l'Assemblée qui votera pour sa loi. Revenons au pouvoir du président. Il a le pouvoir d'utiliser son droit de grâce, de saisir le Conseil constitutionnel d'une loi ou d'un traité. Il nomme un tiers de ses membres, nous venons de le voir, et il a le droit d'exercer les pleins pouvoirs quand il y a une menace sur la nation, sur le territoire ou sur les institutions. Sa désignation au suffrage universel direct, son rôle éminent en matière de politique étrangère, mais aussi sa prééminence dans la conduite de la politique du pays, hors période de cohabitation, n'ont pas d'équivalent dans les régimes parlementaires, comme ceux du Royaume-Uni ou de la République fédérale d'Allemagne, par exemple, où la fonction du chef de l'État est essentiellement protocolaire. Et de ce fait, le système français se rapproche du modèle américain. La réalité des pouvoirs du président de la République peut être modifiée dans certaines circonstances. Lorsque la majorité présidentielle et la majorité législative coïncident, la fonction présidentielle prédomine et la politique menée par l'équipe gouvernementale correspond au programme du chef de l'État. À l'inverse, lorsque la majorité de l'Assemblée nationale est d'une couleur différente de celle du président, celui-ci peut dissoudre l'Assemblée, comme nous venons de le voir, ou bien ce peut être la cohabitation, qui confère une suprématie politique de fait au Premier ministre, puisque le gouvernement applique une politique différente de celle du chef de l'État. La Ve République a déjà connu 3 cohabitations en lien avec le décalage entre les mandats, le président étant alors élu pour 7 ans et les députés pour 5 ans. En 2000 a donc eu lieu le référendum pour le quinquennat pour que les élections présidentielles et législatives soient les plus proches possibles, ce qui n'exclut pas une nouvelle cohabitation dans l'avenir. En cas de décès, de démission ou de destitution du président de la République, la vacance est alors constatée par le Conseil constitutionnel, ou encore en cas d'empêchement définitif, qui est également déclaré par le Conseil constitutionnel à la majorité absolue,
l'intérim est assuré par le président du Sénat, actuellement M. Larcher. Ce dernier dispose alors des pouvoirs du président de la République, à l'exception du droit de dissolution de l'Assemblée nationale, du droit de recourir au référendum et du droit d'initiative en matière de révision constitutionnelle. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l'organisation de l'élection présidentielle. Dans les faits, il dure une cinquantaine de jours. Comme nous l'avons vu, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours. Seuls les 2 candidats arrivés en tête au premier tour restent en compétition pour le second. Celui-ci se tient 14 jours après le premier tour. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir au moins 18 ans, être de nationalité française, inscrit sur les listes électorales et récolter au moins 500 parrainages, c'est-à-dire être soutenu et obtenir la signature d'au moins 500 élus. Ces signatures indiquent seulement que les élus qui ont signé jugent que le candidat peut se présenter. Ce nombre minimum de parrainages exigé est un moyen de limiter le nombre de candidats. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les parrainages et établit la liste définitive des candidats. De plus, pour faire campagne, il faut de l'argent. Le budget maximal pour une campagne est fixé à 22 millions d'euros pour les candidats qui atteignent le second tour et près de 17 millions pour les autres. À l'issue des élections, les candidats doivent d'ailleurs remettre un compte de campagne qui justifie chaque dépense afin d'éviter toute fraude. Passons maintenant au gouvernement et au Premier ministre. Le Premier ministre, actuellement Jean Castex, comme nous venons de le voir, est nommé par le président de la République pour conduire la politique de la nation. C'est le chef du gouvernement. Gouvernement composé de ministres d'État, de ministres et de secrétaires d'État. Le Premier ministre propose la liste de ses ministres et secrétaires d'État qui sont nommés après approbation du président. Le président de la République peut effectuer en cours de mandat ce qu'on appelle un remaniement, c'est-à-dire que s'il considère que la situation l'impose, il peut nommer de nouveaux ministres. Libre à lui de choisir à quel moment et quel ministre changer dans la limite du raisonnable, car cela peut entraîner une certaine instabilité. Le rôle du gouvernement est de 1. Faire exécuter les lois votées par le Parlement, lois dont le gouvernement est souvent à l'origine, en proposant au Parlement des projets de loi pour mettre en place la politique du chef de l'État. 2. Éditer les règlements permettant leur application, c'est le pouvoir réglementaire. Les ministres et secrétaires d'État se réunissent lors du Conseil des ministres, présidé par le président de la République, chaque mercredi matin. C'est lors du Conseil des ministres que sont nommés les hauts fonctionnaires de l'État comme les préfets. Le Premier ministre est comme un chef d'orchestre qui, pour conduire la politique de la nation, détermine la politique générale de la France et coordonne l'action des différents ministres sous l'œil attentif du président de la République. Il est le représentant du gouvernement auprès du Parlement et doit expliquer sa politique devant les députés. Il intervient donc souvent à l'Assemblée nationale et engage sa responsabilité, ce qui peut parfois aboutir à sa démission. Le Premier ministre peut en effet poser à l'Assemblée nationale la question de confiance. Si la réponse est négative, le gouvernement est démis. Dans la pratique, le gouvernement ne pose la question de confiance que s'il est sûr d'obtenir une réponse positive ou s'il veut affermir la cohésion des députés qui le soutiennent. L'objectif est de montrer que le gouvernement a le soutien de sa majorité. Ensuite, l'Assemblée nationale peut elle-même mettre en jeu cette responsabilité du gouvernement, car si elle ne croit plus en la politique du gouvernement, elle peut demander la démission du Premier ministre en votant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres et des non-présents. Une seule motion de censure a été votée sous la Ve République, c'était en 1962, mettant fin au gouvernement Pompidou. Un autre gouvernement sera alors formé et on parle de remaniement ministériel.
Enfin, le gouvernement peut engager sa responsabilité en application de l'article 49.3 de la Constitution. Un texte est alors adopté sans vote, sauf si une motion de censure est votée à la majorité absolue de ses membres à l'Assemblée nationale. Imaginons, les parlementaires sont en majorité de la même couleur que le gouvernement, mais celui-ci sait que la majorité de l'Assemblée n'est pas complètement acquise au projet de loi qu'il veut présenter. En gros, le Premier ministre leur dit « Je vais faire passer cette loi tout de suite, et si vous n'êtes pas d'accord, moi et tous les ministres, on quitte le gouvernement. » Là, les députés n'ont pas le choix. Ils peuvent déposer une motion de censure, et si la majorité est pour, le gouvernement est renversé. Si les députés ne votent pas de motion de censure, le texte est considéré comme adopté tel quel, sans avoir été voté. En général, les députés dans ce cas se rangent du côté du gouvernement, mais n'aiment pas qu'on leur force la main. Le Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls, s'était servi du 49.3 pour la loi travail. Le gouvernement peut aussi légiférer par ordonnance, comme le permet l'article 38 de la Constitution. Mais il doit obtenir une autorisation spéciale de la part des parlementaires. Les sénateurs et les députés doivent en effet voter une loi d'habilitation qui précise le domaine dans lequel le gouvernement va pouvoir légiférer et le délai dans lequel il va pouvoir le faire. Une fois ce délai expiré et les textes rédigés, les parlementaires doivent encore voter une loi de ratification. En général, il s'agit d'une simple formalité. À partir de là, les textes rédigés par le gouvernement sont considérés comme adoptés. Remarque importante, les fonctions ministérielles sont incompatibles avec diverses autres activités. Par exemple, un membre du gouvernement ne peut exercer un mandat parlementaire. Un député nommé ministre est remplacé dans sa circonscription par son suppléant. Un membre du gouvernement ne peut pas non plus poursuivre l'exercice d'une profession publique ou privée. Il est également impossible de cumuler fonction gouvernementale et exercice d'une fonction de représentation professionnelle, ce qui inclut la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Parlons maintenant du pouvoir législatif. L'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement et possèdent le pouvoir législatif. Ils examinent et votent les lois et doivent se mettre d'accord pour légiférer. Ils contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement. Commençons par l'Assemblée nationale qui siège au Palais Bourbon, propriété des princes de Condé jusqu'à la Révolution française. L'Assemblée nationale est composée de 577 députés. Son président actuel est Richard Ferrand, ancien ministre. Les députés sont élus au suffrage universel direct au cours des élections législatives pour une durée de 5 ans. Les députés peuvent faire des propositions de loi, votent pour ou contre les projets de loi du gouvernement et ils ont un pouvoir de contrôle sur l'exécutif puisque, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, ils peuvent renverser le gouvernement en votant une motion de censure. Chaque année, les députés se réunissent à l'Assemblée nationale pour une longue session qui dure 9 mois, de début octobre à fin juin. Mais ils ne sont pas là en permanence car ils ont aussi du travail dans leur circonscription, dans leur département. Il y a plusieurs circonscriptions dans un département, comme on peut le voir sur cette carte avec en exemple le département de Seine-Maritime qui comporte 10 circonscriptions, donc 10 députés. Donc, ils font des allers-retours. Les députés sont là surtout les mardis, mercredis et jeudis, c'est-à-dire les jours de séances publiques au cours desquels ils discutent et votent les lois. Ensuite, voyons le Sénat, qui siège au Palais du Luxembourg, construit par la reine Marie de Médicis et qui fut la propriété du futur Louis XVIII avant la Révolution. Le Sénat, dont le président est Gérard Larcher, ancien ministre sous Sarkozy, est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans
par un collège de grands électeurs. Ces grands électeurs sont élus directement par le peuple, c'est-à-dire au suffrage universel direct. Il y a environ 162 000 grands électeurs. Ce sont des conseillers municipaux en grande majorité, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, conseillers à l'Assemblée de Corse et conseillers de Paris et aussi des députés. À la différence de l'Assemblée nationale qui se renouvelle en totalité, le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Tout candidat à la fonction de sénateur doit être âgé d'au moins 24 ans et non 18. Les sénateurs représentent un territoire, leur département. Le nombre de sénateurs par département dépend de leur population. Et à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut être dissous par le président de la République. Leur rôle essentiel est de voter les lois. Voyons les différentes étapes. Un membre du gouvernement comme un membre du Parlement, député ou sénateur, peuvent proposer des lois, car le texte est voté par les 2 chambres du Parlement. Si c'est le gouvernement qui propose une loi, on parle d'un projet de loi. Si c'est le Parlement qui propose une loi, il s'agit d'une proposition de loi. Un projet de loi ou une proposition de loi du Parlement est d'abord débattu, modifié, puis voté alternativement par les 2 assemblées, c'est-à-dire qu'il fait des allers-retours entre les 2 assemblées. C'est la navette parlementaire. Dès lors qu'un texte est passé 2 fois devant chaque assemblée, le Premier ministre peut décider d'interrompre la navette. La procédure veut qu'alors 7 sénateurs et 7 députés composant une commission se mettent d'accord sur le texte qui sera ensuite soumis à l'approbation des 2 assemblées et du gouvernement. Et si ça ne marche pas, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de se prononcer définitivement et ce sont les députés qui ont le dernier mot. La loi peut être ensuite examinée par le Conseil constitutionnel. Enfin, elle est promulguée par le président de la République et paraît dans le journal officiel. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'Assemblée nationale dispose de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat. Elle seule peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure. Elle a une place prépondérante dans l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale et le gouvernement peut décider de donner à l'Assemblée nationale le dernier mot dans la procédure législative en cas de désaccord avec le Sénat, comme nous venons de le voir. Voilà, cette seconde vidéo de la série est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur le sujet. À très bientôt!